Au XVIe siècle, la religion de l'Empire était plus ou moins commune. Néanmoins, comme dans toutes les églises, il existait des courants réformateurs. L'un des réformateurs religieux, c'était Luther. Il a tenté de créer sa propre nouvelle religion, et il a réussi cela en partie. Mais ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des interprétations plus récentes du luthéranisme. La doctrine de Luther a été prise en main par les réformateurs qui poursuivaient des objectifs purement politiques. Ils ont instrumentalisé le nom Luther, sa popularité et ses slogans religieux. Il est peu probable qu'aujourd'hui nous puissions savoir ce que Luther avait concrètement et réellement dit, avait réellement prêché, car son histoire a été entièrement réécrite. En réalité, les guerres de la Réforme protestante ont duré jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, non seulement en Europe, mais aussi en Russie. Les auteurs de la nouvelle chronologie y attribuent également les guerres des Romanov avec Stepan Razine au XVIIe siècle et plus tard avec Emelian Pugachev, déjà au XVIIIe. Furent fixés. Dans la section géographique sont présentées trois cartes, celle de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Ces cartes sont le fruit d'un travail minutieux. La partie géographique se termine par la liste de tous les pays connus à l'époque, avec des détails tels que la surface de ces pays, leur capitale, les distances les séparant de Londres. Curieusement, sur le territoire qui appartenait, comme on le croit aujourd'hui, à l'Empire russe au XVIIIe siècle, on voit plusieurs États. Plus précisément, la Russie, avec comme capitale Saint-Pétersbourg, sa surface était d'1 103 485 000 carrés. La Tartarie moscovite, la Grande, avec comme capitale Tobolsk, sa surface était presque 3 fois plus grande que celle de la Russie et était de 3 050 000 carrés. La Tartarie indépendante, avec pour capitale Samarcande, et la Tartarie chinoise, avec sa capitale Qingyang. Ainsi, nous pouvons voir qu'en 1771, le plus grand État était la Grande Tartarie. Tous les autres pays sont au moins 2 fois plus petits. Cet État possédait des territoires non seulement de l'Eurasie, mais aussi sur le continent nord-américain. Qu'est-ce qu'est devenu alors cet énorme État? Pourquoi, depuis presque 250 ans, les historiens l'ignorent, comme si cet État n'avait jamais existé? Lorsqu'on étudie les cartes géographiques du XVIIIe siècle, on comprend qu'à cette époque, la Grande Tartarie était pratiquement inaccessible aux Européens. On voit qu'ils avaient des idées assez floues concernant certaines parties de ces terres. La partie ouest du continent nord-américain n'est tout simplement pas présente sur ces cartes. Les cartographes européens de cette époque ne savaient pas si l'Amérique était connectée avec la Sibérie ou s'il y avait un détroit. Il est possible que les Européens ne s'y intéressaient pas. Mais pourquoi le gouvernement américain ne s'intéressait pas non plus à ces terres avoisinantes? Les historiens affirment que ces terres appartenaient déjà aux États-Unis. Tout a changé à la fin du XVIIIe siècle avec le début de la colonisation rapide des terres de la Grande Tartarie. Cette conquête s'opérait de deux côtés. Les troupes des Romanov ont pour la première fois investi la Sibérie de la Russe Horde et l'Extrême-Orient. La moitié ouest du continent nord-américain, qui s'étendait au sud jusqu'à la Californie et à l'est jusqu'au milieu du continent, a été investie pour la première fois par les troupes du nouvel État américain, apparu sur les ruines de l'empire de la Russe Horde en Amérique. Après ces événements, les nouvelles cartes géographiques ne comportaient plus de taches blanches, signées Terra Incognita, à la place du territoire nord-ouest. La carte de la Sibérie ne comportait plus l'inscription Grande Tartarie. Mais pour quelle raison la conquête de ces terres eut lieu au XVIIIe siècle? À la fin du XVIIIe siècle a eu lieu la dernière bataille décisive entre l'Europe et la Russie des Romanov d'un côté et le dernier morceau de la Russe Horde, l'État de Tobolsk incluant la Sibérie et les territoires nord-américains, de l'autre côté. Cette guerre de grande échelle a été ensuite faussement présentée dans les pages de l'histoire comme la guerre contre les paysans et les Cosaques avec Emelian Pugachev en tête. Les historiens des Romanov ont complètement déformé l'histoire, comme à leur habitude, en présentant cette grande guerre comme la répression d'une jacquerie. En fait, suite à nos découvertes sur l'histoire russe, nous devons avoir un regard nouveau sur les événements de la fin du XVIIIe siècle. C'était le dernier tournant dans l'histoire mondiale qui a fixé la victoire d'une nouvelle puissance dans le monde. À partir de ce moment-là, débute l'histoire récente du XIXe siècle que nous tous connaissons assez bien. Il est convenu de croire que Pugachev se faisait appeler tsar et éditait des manifestes tsars en entrant dans les villes en ayant usurpé ce titre. Les historiens des Romanov disent qu'il s'est approprié le nom de l'époux de Catherine II, tsar Pierre III, décédé en juillet de 1762. Dans l'Ecténie, mentionna la tsarine Ustinia Petrovna. Autrement dit, selon ce témoignage, l'archimandrite de Saransk appelait impératrice non pas Catherine II, mais une autre tsarine. Nous ne connaissons plus le vrai nom du tsar de la Tartarie moscovite qui régnait à Tobolsk, ni celui du chef de guerre de son armée, prénommé Pugachev. En effet, le mot Pugachev a été vraisemblablement inventé en étymologie du mot épouvantail. Cela fait penser au nom inventé pour le tsarevitch Dimitri Ivanovitch Otrépiev, du mot les immondices. Un historien connu, Yevgeny Saveliev, dans son livre L'histoire ancienne des Cosaques, écrit que sans compter les autres armées, 14 régiments du Don combattirent contre Pugachev.
Malgré cette opposition, Pugatchov avançait vers Moscou avec succès, ce qui mit Catherine II en état de terreur. Afin de sauver Moscou et la Russie, elle avait l'intention de diriger l'armée elle-même. Mais on la dissuada de cette décision. Même la version censurée des Romanov montre que pour contrer la dite rébellion des paysans, on a mobilisé l'armée régulière. Qui plus est, on a fait appel à Suvorov, le chef militaire le plus grand de cette époque, détail habituellement omis par les historiens. C'était une guerre de grande ampleur et pas du tout une répression d'un soulèvement. Des deux côtés, on a mobilisé des armées professionnelles, l'artillerie et la cavalerie. Si les historiens ne déformaient pas les véritables événements de cette époque, il n'y aurait pas eu ces contradictions flagrantes, visibles à l'œil nu. Cela veut dire que c'est seulement après la victoire contre Pugatchov que les Romanov pour la première fois investirent la Sibérie, qui autrefois était inaccessible pour eux. Aussi, après la défaite de Pugatchov, les États-Unis accédèrent à la partie ouest du continent nord-américain. Lors du partage de ces terres, les Romanov n'eurent obtenu que l'Alaska. Au bout de compte, l'Alaska fut vendu aux Américains en échange d'une somme modique, vraiment modique. En 1775, le gouvernement russe interdit de mentionner le nom même de Pugatchov. La stanitsa Zimoveyskaya, où il serait né, fut renommée en Potemkinskaya. Le fleuve Yaïk fut rebaptisé Oural. Les Cosaques du Yaïk furent appelés Cosaques d'Oural. L'armée cosaque de la Volga fut dissoute et la Sich des Zaporog liquidée. Sur ordre de Catherine II, tous les événements de cette guerre furent rendus à l'éternel oubli et au silence profond.